Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse ce matin, un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, puisqu'il n'est que 8h15. Une revue de la presse que nous allons débuter par le Israël Hayom, qui se fait l'écho en première page de la colère israélienne après les 5 résolutions anti-israéliennes votées durant le week-end par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous savez, ce conseil qui s'est fait un devoir de voter des résolutions systématiquement anti-israéliennes. Eh bien, il a tenu ses promesses et il en a voté plusieurs, donc 5 durant le week-end. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réagi au vote de ces résolutions en affirmant que le Conseil des droits de l'homme est le cirque de l'absurde. Pour citer un exemple, sans vraiment nous attarder, sachez que le Conseil des droits de l'homme a voté une résolution condamnant les violations des droits de l'homme dans ce qu'il a appelé le Golan syrien occupé. Comme l'affirme dans un éditorial ce matin Aaron Procher, l'ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères et également ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, il y a certainement des diplomates qui, en prenant leur café sur les bords du lac Léman à Genève, sont persuadés que la situation des habitants du Golan est dramatique et qu'elle devait être meilleure sous l'oppression de Bachar el-Assad. C'est pourquoi, écrit Prochor, il est grand temps de mettre un terme à cette farce qui s'appelle le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est également ce que pense l'ambassadrice des Nations Unies, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, qui a menacé au nom des États-Unis de quitter le Conseil s'il poursuivait sa politique hostile à Israël. Notre patience a des limites, a-t-elle affirmé durant le week-end. Même au département d'État américain, qui est plus modéré généralement, on admet que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exagéré. Une fois de plus, ce Conseil a failli à sa tâche de préserver les droits de l'homme dans le monde, affirme-t-on au département d'État américain à Washington. Restons dans le monde diplomatique, restons dans le Israël Hayom qui commente en première page la nomination de John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale. Le professeur Avraham Ben-Zvi, qui est un expert en politique américaine, souligne que Bolton, qui était ambassadeur des États-Unis à l'ONU, lui aussi, est farouchement opposé à l'Iran, en particulier à l'accord de Vienne, mais par contre, il est farouchement pro-israélien. Et avec cette nomination, on voit se former, écrit le professeur Ben-Zvi, dans l'entourage du président Donald Trump, une véritable équipe extrêmement favorable à Israël, avec Bolton et Mike Pompeo, le nouveau secrétaire d'État américain qui a remplacé Rex Tillerson. Les Israéliens et les Américains vont enfin émettre totalement sur la même longueur d'onde. Ces nouvelles nominations devraient permettre à Israël de se doter dès le mois de mai prochain d'une véritable ceinture de sécurité américaine face à l'Iran. Fin de citation. Tous les quotidiens et les sites d'information rendent ce matin un hommage appuyé au gendarme Arnaud Beltrame qui est entré dans le supermarché de Trèbes et qui a remplacé une otage et est tombé sous les balles du terroriste responsable de la mort de 4 personnes au total. Les quotidiens israéliens expliquent à leurs lecteurs que le gendarme assassiné est devenu en 24 heures un héros national en France. Ils soulignent que durant le drame, Arnaud Beltrame avait ouvert son portable permettant aux forces de sécurité françaises de suivre le déroulement des événements. Ce n'est que 4 heures plus tard qu'il a été tué par le terroriste. Les journaux israéliens citent la famille d'Arnaud Beltrame, son frère Cédric, qui a affirmé qu'il savait qu'il n'avait guère de chance de s'en sortir, mais que malgré tout, il a fait ce geste courageux de s'échanger avec une otage pour la patrie, parce qu'il était entièrement dévoué à la France. Fin de citation. Les journaux israéliens s'intéressent également au terroriste Radwan Latnim, d'origine marocaine, qui est responsable de la mort de ces 4 personnes. Et en France, on est stupéfait qu'un tel terroriste, qui avait été fiché et qui n'était qu'un petit truand, n'ait pas pu être suivi de près par les forces de police. Le président Emmanuel Macron, dont c'est la première crise sécuritaire sérieuse, a interrompu une visite à Bruxelles pour revenir à Paris et gérer la crise provoquée par cet attentat. Un terroriste qui, il s'avère, avait déjà été arrêté et condamné à 2 reprises. Le député des Français de l'étranger, Meir Habib, a rendu hommage lui aussi à Arnaud Beltrame et il a déclaré: la menace terroriste est omniprésente. Il s'agit d'une guerre qui exige une mobilisation permanente. Ce sera eux ou nous. C'est le moment de s'endeuiller, mais dès demain, nous devrons tirer les leçons de ce qui s'est passé. Comment un homme qui était fiché a-t-il pu se munir d'une arme ? Demande le député Meir Habib. À quoi sert-il d'être fiché si ce n'est pas pour prévenir un tel drame ? A-t-il souligné.
Les quotidiens israéliens affirment que le Premier ministre Benjamin Netanyahou devrait être interrogé à nouveau demain dans l'affaire 4000, l'affaire Bezek Walla. Même Sarah Netanyahou, son épouse et leur fils Yair devraient être également interrogés. Ils devraient avoir à répondre aux révélations de leur ancien conseiller de presse qui est devenu témoin à charge et leur a fourni apparemment des détails importants aux policiers au cours des dernières semaines. Ils seront interrogés sur ces révélations. Le Yediot Aharonot revient encore ce matin sur les révélations autour de la destruction de la centrale nucléaire syrienne à Deir ez-Zor il y a un peu plus de 10 ans. Il s'avère que le contrôleur de l'État a enquêté sur ce dossier délicat et qu'il est parvenu, en tout cas selon le Yediot Aharonot, à la conclusion qu'il y avait eu des carences dans le processus de découverte de cette centrale. Et le journal souligne que pour la première fois depuis les révélations faites il y a quelques jours, le commandant en chef des services de renseignement militaire, le général Herzi Halevi, a décidé de réagir et on voit cette réaction dans le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom publie ce matin un éditorial du Rav américain Shmuel Boteach. Dans cet article, le Rav Boteach, qui est un Rav très médiatisé, critique très vivement l'éditorial paru la semaine dernière dans le New York Times sous la plume du président du Congrès juif mondial Ron Lauder. Dans cet éditorial, Ron Lauder émet des très sévères critiques envers le gouvernement israélien, d'abord pour refuser de mettre en application le principe de 2 États pour 2 peuples. Lauder avait écrit que ce refus risque soit de mettre fin à l'État d'Israël en tant qu'État juif, soit d'y mettre fin en tant qu'État démocratique. Pour le Rav Boteach, il n'est pas décent qu'un juif qui vit aux États-Unis, même s'il est très impliqué dans les affaires du peuple juif, critique ainsi le gouvernement israélien. Lauder se trompe en croyant que l'on peut régler le conflit israélo-palestinien en instaurant 2 États et en répétant des balivernes tels que les implantations sont un obstacle à la paix. C'est donc ce qui écrit le Rav Boteach, qui souligne également les critiques émises par Ron Lauder à propos de l'attitude du gouvernement israélien en matière de religion, une attitude qui, selon Ron Lauder, sépare la population israélienne du judaïsme américain, en particulier du judaïsme de diaspora. Et là encore, le rabbin Boteach critique vivement ces propos tenus donc par Ron Lauder dans le New York Times la semaine dernière. Le Yediot Aharonot consacre, et nous terminerons cette revue de la presse par ce titre, il consacre sa manchette ce matin à la décision du Conseil de l'enseignement supérieur de valider le code éthique rédigé par le professeur Asa Kasher. Il y a quelques mois, ce code avait suscité une très vive polémique en Israël après avoir été révélé par le Yediot Aharonot. Il s'avère donc, en dépit des critiques émises à l'époque, ce code a été voté. Il inclut la fameuse clause visant à limiter la liberté d'expression dans les universités israéliennes. Ainsi, les professeurs ne pourront pas utiliser leur cours pour exprimer des opinions politiques. Ils n'auront pas le droit également de participer à des campagnes de boycott de l'État d'Israël. Shlomo Pietrokowski, le commentateur du Yediot Aharonot, soutient cette décision de voter ce code éthique. Il estime que la liberté d'expression des enseignants en matière politique ne fait aucunement progresser la liberté d'expression en tant que telle. Et puis, ce n'est pas tout à fait le dernier titre, puisque le dernier titre sera consacré à la météo. Les quotidiens israéliens se penchent sur le temps très instable en Israël, avec une météo estivale vendredi dernier, près de 30 degrés à Jérusalem, puis une baisse de 15 degrés d'un coup en quelques heures durant la nuit de vendredi à Shabbat, et donc un temps pluvieux hier. Et demain, à nouveau, un temps chaud et sec. Le Yediot Aharonot nous parle de cette instabilité. Il nous montre une photo des milliers d'Israéliens vendredi après-midi sur les plages de Tel Aviv avec une température de 33 degrés à l'ombre. Et l'instabilité devrait se poursuivre puisque jeudi, il devrait faire à nouveau pluvieux. Par contre, le soir du Seder, vendredi soir, il devrait faire bon et agréable avec des températures normales. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une première pause. Et nous serons dans quelques minutes en ligne avec Maître Nelly Kupfer-Naouri qui nous parlera de la manifestation qu'elle a organisée vendredi devant le Consulat général de France à Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.